Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Économie positive versus libéralisme. Qui gagnera la bataille ? Partout dans le monde, des gens se rassemblent pour faire des affaires, mais différemment. Leur priorité n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais de porter des projets à forte valeur ajoutée humaine et environnementale. Ces initiatives entrent-elles en concurrence directe avec le modèle libéral ? Pour répondre à cette question, je reçois Isabelle Lefort, co-auteure de l'Atlas de la planète positive qui vient de sortir aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Isabelle Lefort. C'est quoi votre définition de l'économie positive ? Bonjour. Alors, l'économie positive, c'est une économie qui met en regard toutes nos décisions. On interroge toutes nos décisions. Est-ce qu'elles sont bien ? Est-ce qu'elles sont dans l'intérêt des générations futures ? Aujourd'hui, j'achète, je fabrique, j'emprunte une voiture. Cette voiture, avec quelle source d'alimentation est-elle alimentée ? Quelle est son autonomie, etc. Est-ce qu'elle pollue ou pas ? C'est exactement ça. Et c'est valable non seulement pour les entreprises, mais c'est valable également pour tous les individus et pour toutes les institutions. Donc c'est que faisons-nous pour les générations futures ? Est-ce que je m'inscris pour faire du bien ou est-ce qu'au contraire je m'inscris pour éventuellement détruire la planète comme ça a pu précédemment être le cas ? Rappelons-nous, dans les années les 30 glorieuses, on se moquait totalement de savoir quelles seraient demain et après-demain les conséquences. C'est de l'économie durable. C'est de l'économie durable, mais c'est du durable dans une intention altruiste. Avec une véritable générosité. Qu'est-ce que je fais pour demain, pour mes enfants, pour mes petits-enfants ? Est-ce que je vais leur laisser un monde meilleur ou pas ? Donc je ne suis pas intéressé par l'argent, moins par l'argent que par les autres. Alors, c'est cette économie-là. C'est une économie qui on ne rejette pas les bénéfices, mais tout dépend de ce que l'on veut faire de ces bénéfices. Est-ce que ces bénéfices sont pour aller alimenter le 1%, ces quelques riches, etc., au détriment de l'essentiel de l'humanité, ou est-ce que ces bénéfices peuvent permettre d'améliorer le système et de nous permettre à tous de mieux vivre demain ? C'est exactement la question. D'où cet atlas mondial de la planète positive, qui référence plus de 1000 initiatives, 1068 exactement, classées dans 10 secteurs, l'agriculture, la citoyenneté, l'éducation, l'énergie, l'environnement, les finances, etc. Vos préférés ? Mes préférés. C'est difficile sur Non, il y en a une que j'adore qui est une initiative qui s'appelle Play Pump en Afrique du Sud. Et c'est tout simple. En fait, on a un souci, bien évidemment, dans de nombreux pays d'alimentation en eau potable. Mmh. Et là, en fait, c'est un tourniquet dans une école. Les enfants jouent et en jouant, en fait, simplement par la force qu'ils créent et l'énergie qu'ils créent, eh bien, ils vont puiser l'eau. Et en fait, ce tourniquet alimente en eau potable toute une école. Ça, c'est une de mes préférées. Une autre que j'adore, c'est les grafteurs aux États-Unis, à San Francisco et maintenant à New York, et qui vont greffer les arbres de la ville pour les transformer en arbres fruitiers. C'est un petit peu à la suite des incroyables comestibles et où on pouvait aller chercher, cultiver dans les plates-bandes des villes des plantes pour pouvoir manger, etc. Voilà. C'est exactement ce principe-là. Et ça part d'initiatives anonymes. D'individus plutôt ou d'organisations, d'institutions ? De tout le monde. De tout le monde. C'est ça qui est génial. Quand on est parti dans l'aventure de ce livre, d'abord c'était un peu dingue, puisque c'était quand même très très ambitieux, etc. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'est rendu compte que ça vient de partout et de tout le monde. Ça peut être une entreprise, ça peut être une ONG, comme ça peut être un individu, comme ça peut être un État. Il y a une véritable émergence d'initiatives positives dans le monde entier. Alors ces initiatives, concrètement, est-ce qu'elles s'inscrivent en restant dans le modèle libéral ou au contraire, est-ce qu'elles veulent quitter le cadre libéral ? C'est même pas qu'elles doivent le quitter, c'est qu'elles sont obligées de naître sans le monde libéral. Parce que c'est parce que le monde libéral n'apporte pas de solution qu'elles apportent des solutions positives. Donc elles s'inscrivent en contre parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc c'est pas qu'elles ne veuillent pas être libérales, entre guillemets. Sur le papier, il n'y a pas d'objectif ou d'opposition. Simplement, le libéralisme ne permet pas de donner les financements pour ce genre de choses. Donc, eux créent d'une manière autre que le libéralisme. Est-ce que ça veut dire que le libéralisme, aux yeux de ces personnalités, est à bout de souffle ?
Le libéralisme à court terme est à bout de souffle, pour eux, ça c'est certain. C'est-à-dire que c'est totalement contre-productif. Aujourd'hui, on a atteint un tel niveau d'inégalité dans le monde, on a atteint un tel niveau de séparation des pouvoirs, de séparation de... on ne sait plus quelle est la finalité de l'argent. Si ce n'est pour entretenir quelques personnes, c'est totalement ridicule et c'est surtout extrêmement dangereux. Donc, pour tous ces gens-là, c'est certain que le libéralisme n'a pas d'avenir. Pour autant, ils ne veulent pas non plus créer, j'allais dire, un autre mythe. Oui, parce que le libéralisme, c'est un mythe. Oui, ils sont très très loin des visions ou des philosophies marxistes, etc. C'est pas du tout l'objectif, hein. Eux, c'est plutôt une démarche, trouvons une solution maintenant à un problème T. Et si ce modèle, si la solution fonctionne, dupliquons cette solution dans d'autres pays, dans d'autres régions, etc. Donc c'est vraiment ça leur philosophie. C'est un peu comme quand Esther Duflo parle de la théorie du dernier kilomètre. Ce sont des solutions du dernier kilomètre. Quand vous apportez un financement et des solutions à tel ou tel problème dans le monde, si vous arrivez avant le dernier kilomètre et qu'au dernier kilomètre, oui, parce que corruption, parce que impossibilité d'aboutir, eh bien toute votre économie tombe à l'eau. Alors que là, l'idée, c'est justement d'arriver jusqu'au bout. Et ça, c'est extrêmement important en fait. Et alors, la réaction du libéralisme face à ce qui est aujourd'hui des milliers de petits ruisseaux, est-ce qu'à un moment, ces milliers de petits ruisseaux vont donner un fleuve qui, là, à ce moment-là, va affronter le fleuve libéral ? Comme toute grande nouveauté qui bouscule un système, d'abord on le moque, on le dénigre, etc. Sauf que, on le voit bien, ces initiatives prennent de plus en plus d'ampleur et viennent de partout. Donc, en bons entrepreneurs qu'ils sont quand même, après s'être moqués, etc., avoir ignoré, eh bien aujourd'hui, ils regardent. Ils sont les libéraux, donc les libéraux, etc., classiques. Sur la pression des consommateurs, sur la pression des populations, etc., et petit à petit, donc, ils commencent à aller observer, à aller rencontrer, etc. Et petit à petit aussi, ils intègrent quelques-uns de ces modèles dans leur système. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces intégrations vont finir par basculer et bousculer totalement leur système ? Ça, on le verra. Oui, qui va être dénaturé ? Le système libéral ou ces systèmes de petits ruisseaux qui risquent d'être dénaturés lorsque la puissance financière du système libéral va aller... Alors, je ne suis pas sûre que les uns et les autres se laissent dénaturer. Ces gens-là sont quand même des gens qui ont un immense courage et une énorme détermination. C'est-à-dire que quand ils lancent ici un hôpital, ici un nouveau système, etc., eux, ce dont ils ont besoin pour se développer, c'est de l'argent. Donc, ils sont prêts à aller chercher un cavalier blanc qui va les aider. Maintenant, ils ne sont pas prêts du tout à lâcher leur modèle. Donc, si le cavalier blanc pouvait se transformer en cavalier noir, il sortirait du système parce que ce sont des gens extrêmement intègres. Je pense que dans les 1000 qu'on a rencontrés, il n'y en a pas un qui nous a dit « je suis prêt à tout lâcher pour faire fortune ». Aucun. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourtant, vous avez noté dans cet atlas l'existence de ce rapport de force entre ces deux modèles. Vous dites même, si les responsables institutionnels continuent à s'accrocher aux vieilles lunes, ils seront balayés. Donc il va y avoir un rapport de force et un affrontement. Alors, on va prendre l'exemple du crowdfunding, donc du système de financement par les individus grâce à Internet. Quand ça a été lancé, il y a à peu près 4-5 ans, véritablement, tout le monde se moquait. Les banques, etc., disaient c'est n'importe quoi, ça ne pourra pas fonctionner, ils ne trouveront pas leur modèle, etc. Puis le modèle a pris de l'ampleur en Europe, aux États-Unis, etc., et ça prend de l'ampleur dans le monde entier. Que font les grandes banques ? Les grandes banques, eh bien, elles se sont rapprochées et elles commencent à intégrer des modèles. Mais les modèles qu'elles intègrent ne bougent pas, c'est-à-dire qu'ils demeurent fidèles à leur philosophie. Simplement, ils prennent plus d'ampleur. Est-ce qu'en revanche, ces modèles-là, demain, vont basculer la majorité du système des grands faiseurs du monde financier? Non, mais ça change peu à peu les mentalités. Et ça, on ne le saura que dans 10, 15, 20 ans pour savoir jusqu'où va aller le basculement. Dans tous les secteurs que vous avez, agriculture, citoyenneté, éducation, énergie, environnement, etc., finance, lequel vous semble le plus mûr pour un basculement de modèle ? En gros, où sont vos espoirs ?
Mes espoirs, j'en ai beaucoup d'espoirs. Mes espoirs, ils sont dans les... je ne crois pas forcément au modèle de l'économie collaborative, où on voit, ces dernières années, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup de lancements, etc., et beaucoup d'échecs. C'est-à-dire qu'arriver au stade, normalement, de maturité d'une entreprise à 5 ans, il y a beaucoup d'échecs. Ou alors, effectivement, des sociétés qui basculent dans un libéralisme pur. Je pense notamment tout ce qui peut être autour du covoiturage, etc. Là, on voit bien, il y a un dévoiement. On ne va pas parler d'Uber, mais grosso modo, c'est ça. En revanche, sur des prises en considération de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, oui. Sur la lutte contre la pauvreté, oui, il y a beaucoup de choses. Et ce sont des modèles qui ne sont pas forcément très médiatiques. Oui. Donc, ce n'est pas forcément là où les grandes sociétés vont aller les aider. C'est eux, pourtant, qui ont le plus besoin aujourd'hui d'aide. Et notamment dans des zones comme le Sahel. Ils ont énormément besoin de nous pour sortir de la pauvreté, sortir du chaos dans lequel ils sont. Et si les grandes sociétés occidentales ne le comprennent pas aujourd'hui parce que ce n'est pas médiatique, elles ont tort, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, ces gens-là vont quitter le Sahel, quittent déjà le Sahel pour revenir vers des zones comme l'Europe. Et malheureusement, ça aboutit à des situations comme on peut le voir en Méditerranée, avec les flots de réfugiés, etc. Merci beaucoup Isabelle Lefort, ainsi qu'à Alain Tulot, qui est le co-auteur de cet atlas de la planète positive aux éditions Les liens qui libèrent. Merci, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.